sommes le jeudi 18 septembre 2025, ici Danick Julien, et voici le bulletin d'information couvrant la région de Portneuf. Info, c'est JSR. L'église de Saint-Léonard de Portneuf sera l'objet d'une consultation publique ce lundi 22 septembre. La route des Arts et Saveurs se tiendra les 20 et 21 septembre prochains partout dans la région. Une série télévisée nommée Histoire de rente traitera de plusieurs producteurs de la région de Portneuf. Les responsables de la série ont procédé au lancement officiel. Et finalement, toujours par rapport à la fromagerie des Grondines, cette dernière a organisé une tournée agro-touristique cet été. On vous offre un reportage. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Samedi dernier, les journaux de Montréal et de Québec publiaient un article annonçant que l'église de Sainte-Christine d'Auvergne avait finalement été vendue. En effet, l'église centenaire de la municipalité de plus de 600 habitants, selon les chiffres de 2021, aurait été achetée au coût de 40 000 $ par une compagnie à numéro de Québec. Le bâtiment, qui demeure en bon état malgré ses 131 ans, a récemment été désacralisé par la fabrique de la paroisse Saint-Raymond-du-Nord et mise en vente sur le marché libre. On rappelle que la dernière messe effectuée dans le bâtiment remonte à plus d'un an, en mai 2024. Toujours selon l'article, l'un des deux acheteurs de l'église réside à Sainte-Christine d'Auvergne depuis un an. Pour les promoteurs, l'implication de la communauté et de la municipalité sera priorisée dans le futur du bâtiment historique. Au dernier rôle d'évaluation foncière, donc en juillet 2023, l'Église s'est vue attribuer quand même une valeur de 304 000 $. La semaine prochaine, nous tenterons d'en apprendre davantage sur la vente de l'Église. Et en parlant d'église, on parle maintenant de l'église de Saint-Léonard de Portneuf parce que le comité de requalification de l'église continue de faire des efforts pour empêcher la mise en marché sur la vente libre de son église. En effet, le comité en place depuis 2024 a multiplié les initiatives pour valider son intention de convertir ce joyau du village de Saint-Léonard en véritable centre communautaire. Donc lundi 22 septembre, une consultation publique et séance d'information sera tenue dans le but d'informer et de prendre des commentaires des citoyens. J'ai discuté avec Denise Poirier, présidente de l'organisme CRECELP, et avec Charles Jobin, responsable du volet Hub créatif. Voici cette entrevue. Lundi, le 22 septembre, ici même à l'église de Saint-Léonard de Portneuf, il y aura une consultation publique et séance d'information concernant les activités du CRECELP, le comité de requalification de l'église de Saint-Léonard de Portneuf. J'ai avec moi la présidente de ce comité. Bonjour, Madame Denise Poirier. Bonjour Danick, merci de nous rendre visite à un moment qui est très important pour nous. On attend avec fébrilité la consultation de lundi soir prochain, 19h à l'Église, parce que ça fait près de 2 ans qu'on réfléchit au projet puis qu'on l'a fignolé. On a très hâte de le présenter à la population. Qu'est-ce que ça représente pour vous, justement, de présenter ce projet-là à la population? Bien, la dernière année, en fait, les derniers 18 mois se sont déroulés sous le signe de la recherche, des études et de l'expérimentation. On va présenter les résultats de tout ça et présenter aussi la recommandation qu'on va faire aux élus d'acquérir l'Église qui lui est offerte pour la somme symbolique de 1 $, parce qu'on pense que c'est une occasion exceptionnelle qui risque de ne pas se représenter et qu'il s'agit d'un projet à faible risque, mais à très fort impact pour notre communauté.
Dans les 18 derniers mois, les 2 dernières années, le CLECELP a évidemment dédoublé ses efforts pour requalifier l'Église. On est d'ailleurs là dans l'espace que vous utilisez maintenant pour votre café du dimanche. En bas, il y a également la nouvelle cuisine collective. Juste derrière nous, on a la garderie pour les plus jeunes. Donc, il y a quand même déjà plusieurs initiatives assez innovantes là, qui ont touché l'Église depuis l'entrée en action là, du CLECELP. Oui, on a redoublé d'efforts. C'était soufflant même d'entendre la liste de nos réalisations. Et en parallèle, on a aussi fait les études et la recherche qu'il fallait faire. Il fallait, en même temps qu'on faisait les études sur la faisabilité d'une conversion de l'Église, avec l'aide de professionnels, un organisme qui est réputé en la matière, qui est un gros joueur, l'organisme Entremise. En même temps qu'on faisait ça, il était convenu qu'on allait expérimenter des usages, ceux que vous avez évoqués, bien sûr. L'idée, c'était d'explorer les possibilités et les contraintes du bâtiment pour être bien sûr que les usages projetés étaient réalisables. On avait, par ailleurs, déterminé des usages après la consultation de février 2024, parce que ce n'est pas la première fois qu'on consulte la population. Dans un premier temps, il fallait voir quel était l'intérêt. Est-ce qu'il y en avait un d'abord pour que ce bâtiment-là devienne une infrastructure dans laquelle pouvaient être hébergés des services qui allaient améliorer la qualité de vie, ajouter aux acquis qu'on devait préserver. Donc, quels sont ces usages qu'on a testés pour voir s'ils étaient réalisables, s'ils étaient rentables, s'ils intéressaient la population? Bien, vous l'avez dit, il y a des activités communautaires, les 5 à 7, les cafés du dimanche. Il y a aussi des réceptions dans les salles. Vous l'avez vu, la salle est dépourvue de ses bancs. C'est désormais une salle de réception. Les familles ont réinvesti l'Église pour leur plus grand bonheur. Il y a eu des anniversaires, des retrouvailles de famille, une cérémonie de deuil même. Et ça, même si, comme on n'est pas propriétaire, on n'était pas en position de faire la promotion des salles, la demande est venue au-devant avant même qu'on la sollicite, ça a été une confirmation, une validation des besoins qu'on avait judicieusement évalués après qu'on ait fait la consultation de février dernier. Donc, ce qu'on a examiné ou ce qu'on a conclu, c'est qu'on pouvait valider que c'était un projet sur mesure avec tous ses volets, complété par le volet hébergement d'urgence en cas de sinistre, parce qu'on a connu à Saint-Léonard des situations de panne prolongée qui ont laissé parfois des aînés seuls dans leur rang pendant une semaine. Ils auraient bien aimé pouvoir bénéficier d'un endroit où on peut partager une cuisine qui est désormais une réalité grâce à l'aide de Petit Québec, qui a investi 70 000 $ dans notre sous-sol. Ils auraient bien voulu être en sécurité, au chaud. Alors nous, ce qu'on prévoit, c'est que tous les usages qui existent déjà, la garderie, le café, la location de salle, soient réunis, complétés pour se transformer en centre d'hébergement d'urgence quand le besoin se poindrait. Alors, première des choses, c'est un projet qui est vraiment sur mesure pour les besoins. On a validé l'intérêt de la population parce que depuis qu'on a expérimenté les nouveaux usages, il y a plus de 4000 entrées qui se sont faites dans l'Église. C'est pas rien, c'est 4 fois à peu près la population du village. Donc, on a validé l'intérêt, les besoins, mais on a validé aussi, et c'est pas rien, la capacité du projet de générer des revenus, parce que c'est la grande inquiétude. Oui. C'est un grand privilège qu'on a à Saint-Léonard. On a affaire à un bâtiment dont le carnet de santé démontre qu'il est en bon état, on peut l'habiter tout de suite et on peut déjà générer des revenus et on peut déjà conclure que ce qu'on génère comme revenu pourrait couvrir les frais fixes, qu'on connaît bien parce que nos études sont réalistes, elles sont fondées sur les données qui étaient disponibles. Donc, on peut déjà générer des revenus non seulement qui pourraient couvrir les frais fixes, mais qui aussi permettraient de constituer un fonds de réserve là, pour couvrir la part du bénéficiaire quand on obtient des subventions. Et subventions, on aura peut-être l'occasion d'en parler, qui sont nombreuses là, à être accessibles à un projet comme le nôtre à multiples volets. L'aspect financier de ce projet-là, évidemment, comme vous l'avez dit, c'est ce qui inquiète peut-être un peu plus le public. On a pu voir là, dans les dernières semaines, parce que vous avez mis une pétition en ligne pour justement pouvoir promouvoir l'achat de l'Église à $1. L'aspect financier inquiète un peu les internautes et j'imagine que ça va être un peu le but de votre rencontre du 22 septembre, d'expliquer ce qui a été fait et de dire, comme vous venez juste de nous le dire, que ça peut être viable financièrement. Bien, c'est certainement un but d'expliquer aux citoyens qu'on a une planification financière responsable et prudente. Elle est prudente parce qu'elle prévoit des sources de revenus variées, d'une grande mixité. On est un peu comme un agriculteur
prudent qui ne met pas tous ses espoirs dans une seule culture. Dans le cas où il y en a une qui ne fonctionnerait pas, bien, il y en a d'autres. Alors, il y a pas moins de 7 volets à notre projet qui font que s'il y en a un qui fonctionne moins bien, on va pouvoir se rabattre sur l'autre. Cela dit, on comprend fort bien l'insécurité qui s'est manifestée. Il y a eu des fortes hausses de taxes ces dernières années à Saint-Léonard. Les gens veulent absolument pas qu'il y ait augmentation du compte de taxes. On comprend l'insécurité. Il n'y a rien de plus naturel, il n'y a rien de plus normal. Cependant, on pense que, et on en est convaincu, notre planification financière, elle prévoit une atténuation maximum des risques, non seulement à cause de la mixité des sources de revenus, mais aussi à cause des subventions qui sont nombreuses, d'autant plus nombreuses à être disponibles que les volets touchent le patrimoine, la famille, les aînés, la culture et bien d'autres choses encore, qui sont tous des volets qui sont admissibles à des programmes distincts. L'autre chose qui devrait nous rassurer, c'est que le projet de gouvernance, le modèle de gouvernance qu'on va proposer, c'est un modèle mixte, municipalité propriétaire et OBNL, organisme sans but lucratif, gestionnaire du projet. Ça permet d'optimiser les sources possibles de revenus. Que la municipalité devienne propriétaire, ça fait en sorte qu'on a accès à des subventions pour des infrastructures municipales, ce que, par exemple, une OBNL ne pourrait pas aller chercher, et qu'une OBNL soit gestionnaire, ça permet, notamment, mais pas seulement, ça permet qu'on puisse avoir recours à des bénévoles pour l'opération du projet, par exemple pour l'opération du café ou d'autres de ces volets. Donc, tout ça, ça devrait permettre, je pense, de rassurer les citoyens sur le fait qu'on a prévu des mesures d'atténuation des risques qui sont par ailleurs assez faibles quand on achète une infrastructure en bon état au coût exceptionnel de 1 $. Et ça, justement, l'achat au coût de 1 $, la fabrique Saint-Raymond-du-Nord, en fait, la paroisse, est ouverte à ça? Bien, la paroisse est ouverte depuis le début. On a eu le soutien de la fabrique en ce sens que la fabrique était prête à intercéder auprès du diocèse pour que le diocèse accepte cette transaction-là. Là, je dis un mot sur la fabrique parce que les moins de 60 ans ne sont pas tous familiers avec ce qu'est une fabrique. En fait, c'est un petit peu un comité de gestion des affaires mobilières et immobilières de l'Église dans une paroisse donnée. Alors, la fabrique était ouverte à ça, et même si par contre, même si elle est propriétaire de l'Église, ça prenait l'aval du diocèse qui n'est pas propriétaire, mais qui, en fonction de la loi sur la fabrique, a le droit de veto sur les transactions que la fabrique entend faire par rapport à ses biens mobiliers et immobiliers. Alors, dans ce cas-là, on a fini par obtenir cette offre pour la municipalité à 1 $, alors qu'au tout début, il n'en était pas question. Il faut savoir que c'est dans les orientations des diocèses d'accorder ce privilège-là aux municipalités dans le cas où il y a un projet à fonction ou à retombée communautaire là, qui est crédible et bien ficelé. Et je pense que, dans ce sens-là, le comité de requalification a fait un beau travail pour que cette victoire-là, finalement, ait été obtenue d'une option là, à 1 $ pour l'Église. Denise Poirier, présidente du CLECEP, on comprend que votre projet, eh bien, c'est peut-être un peu l'image d'avoir plusieurs cordes à votre arc, autant avec votre modèle de gouvernance qu'avec des usages que vous pouvez faire avec l'Église. D'ailleurs, en parlant d'usage, nous avons ici avec nous Chante Jobin qui va venir nous rejoindre dans l'entrevue parce qu'il y a un autre projet qui pourrait se greffer avec le CLECEP, c'est-à-dire un hub créatif. Donc, je donnerai peut-être la parole à Chante Jobin pour nous présenter ce projet-là. La Rêverie Hub Créatif, c'est un OBNL qui a été fondé tout récemment, qui a dans le fond 3 mandats, c'est de porter des initiatives culturelles et des initiatives créatives surtout, qui met devant l'expérimentation et tout ça. Et un deuxième volet, c'est de créer un hub créatif et la jeunesse. Fait que dans le fond, le hub créatif, c'est vraiment un lieu de rassemblement qui permet d'avoir accès à de la technologie telle qu'un studio d'enregistrement, certains instruments et tout ça, ça peut être bien des choses. Et la parallèle là-dedans avec le hub créatif, c'est de rendre ça aussi accessible à la jeunesse, dans un sens. Fait que ici, comment ça s'intègre, ce projet-là? Quand j'ai commencé à penser et de mettre sur pied l'organisme, je voyais que c'était un service et un organisme qui devait s'intégrer dans un projet existant avec plusieurs facettes. Et j'ai tout de suite pensé à une église en requalification. Et c'est le Carrefour Jeunesse Emploi qui me
pointé vers Saint-Léonard en disant il y a un comité qui s'est mis en place et le hub créatif serait peut-être une force justement pour être un acteur et un service de plus dans la requalification de cette église-là spécifiquement. Et tout de suite, j'ai présenté le projet ici et ça s'imbriquait super bien dans la vision justement d'avoir plusieurs services, acteurs, tout ça qui vient requalifier l'Église. Donc, en gros, la rêverie Hub Créatif, c'est un OBNL qui dessert toute Portneuf et qui se cherche une maison et qu'on souhaite trouver maison dans le projet de requalification d'église à Saint-Léonard de Portneuf. Pourquoi c'est important pour vous d'avoir fondé cet organisme-là qui va donner, en gros, la possibilité aux jeunes musiciens et tous ceux qui ont de l'intérêt envers la musique d'expérimenter leur art dans la région de Portneuf? Je trouve que Portneuf a une force qui est la beauté, tu sais, je veux dire, la nature, c'est inspirant et tout ça. Puis spécifiquement encore, plus Saint-Léonard, quand tu arrives à Saint-Léonard, il y a quelque chose de vraiment magnifique. Et c'est juste assez loin pour être un peu, comment dire... je veux dire, je cherche un mot, mais un peu en retrait. Oui. Le mot, c'est une retraite. Mettons, une personne de Montréal ou de Québec ou de ça cherche un lieu pour créer. Pourquoi pas le faire dans une magnifique église, dans un projet de requalification où il y a un hub créatif dedans. C'est dans cette optique-là d'emmener des gens aussi de l'extérieur et de venir créer ici. Mais spécifiquement dans Portneuf, pourquoi c'est important? C'est parce que ça n'existe pas un lieu comme ça. Puis je trouve que c'est ce qui manque le plus. Il y a tellement de gens créatifs ici et c'est de créer une communauté de ces gens-là autour d'un lieu physique aussi. C'est super important parce qu'aujourd'hui, on peut tout faire notre musique, chacun notre bar et nos petits projets avec des petits studios à la maison, mais c'est le fun d'avoir accès à une place justement qui rassemble les gens dans la même optique. Puis là, je parle des artistes professionnels, des artistes émergents, des gens qui veulent peut-être juste tester des choses et surtout la jeunesse. C'est leur donner une chance à expérimenter avec des instruments, un studio et des choses comme ça. Je redonne peut-être la parole à Denise pour parler justement du projet du hub créatif de Champ-de-Jobin. Qu'est-ce qui vous intéressait, vous, quand il est venu vous voir en premier lieu là, avec ce projet-là? Bien, d'abord, vous le voyez, il est passionné, son projet est emballant, mais quand on a sondé la population sur les besoins, en fait, il y avait toutes sortes de besoins qui étaient nommés, le besoin de rencontre, le besoin de services de proximité, mais aussi il y avait le besoin d'un meilleur accès à la culture et aux loisirs, et en particulier pour les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui déplorent que pour une tranche d'âge entre 15 et 25 ans, il y a très peu de choses pour aider à la rétention de la jeunesse au village. Donc ça, c'était quelque chose qui nous plaisait beaucoup. Eh bien, je vous remercie tous les deux d'être venus nous parler. Je ne veux pas trop m'emballer parce qu'on a quand même un temps d'entrevue limité. Je vous remercie d'avoir parlé autant du projet de Champ-de-Jobin et également de la rencontre du 22 septembre. On invite, peut-être je donnerai la parole en terminant à vous, Mme Poirier, on invite la population de Saint-Léonard à venir assister à cette rencontre. Effectivement, ça commence à 17 h. Les portes seront ouvertes à partir de 18h30 pour inscription, pour s'assurer que ce sont vraiment les gens de Saint-Léonard, les payeurs de taxes, sur présentation du compte de taxes ou d'une preuve de résidence, qui vont assister, puisqu'il y a de la place, mais on ne veut pas en manquer pour les Léonardois, donc on ne pourra pas faire entrer là, les gens de l'extérieur. Donc, vous faites ça à partir de 19 h? C'est à 19 h, mais les portes seront ouvertes à 18h30 pour l'inscription. Je vous remercie. Merci. Merci à vous. Restons à Saint-Léonard, le temps d'annoncer le Festival du lin qui est de nouveau de retour cette année, dans une formule semblable à ce qui s'est fait en 2024 lors du 125e de la municipalité. Le festival se tiendra vendredi soir jusqu'à samedi soir. Au menu, musique et présentation de l'art de travailler la fibre de lin. J'ai discuté avec l'organisateur du comité Saint-Léonard Festif, Mathieu Fecteau. Voici cette entrevue. On est présentement à Saint-Léonard de Portneuf pour parler du Festival du lin qui revient cette année. J'ai avec moi l'organisateur Mathieu Fecteau. Bonjour. Salut Danick, ça va bien? Ça va bien, toi? Super bien, super bien. Mathieu, le Festival du lin qui est de retour. L'année passée, on avait fait l'édition spéciale pour le 125e de Saint-Léonard. Et là, on récidive pour 2025. Absolument. Ben, le Festival du lin, il avait toujours existé. Hein, les gens du coin le connaissaient. Ça avait commencé en 1974 pour le 50e anniversaire le 75e anniversaire de la ville de Saint-Léonard. Et puis, ça avait duré plusieurs années. Puis, le festival était mort, comme plusieurs petits festivals. Mais là, on l'a ramené pour le 125e l'année passée. Et cette année, encore une fois, on le ramène pour 2 belles journées bien festives.
Et justement, on ramène les traditions de ce festival-là. Vers la fin, en fait, vers le début des années 2000, il y avait souvent la soirée punk qui était de retour l'année passée, qui est encore de retour cette année. Oui, absolument. Il y a une particularité avec le Festival du lin à Saint-Léonard. C'est un festival textile, le lin, c'est un textile. Mais c'est un festival textile qui a une twist pour tout le monde. Donc, on a bel et bien une soirée punk dans un festival textile. Moi, je trouve ça bien trippant, cette espèce de deux mondes qui se rencontrent là. Puis, les gens du coin trouvent ça bien normal. C'est quand j'arrive avec des gens de l'extérieur, je leur explique, oh, oui, on a une soirée punk dans un festival du lin. Là, ils me demandent, ah ouais, ça fit. Puis pour les gens d'ici, c'est tout à fait normal. Puis c'est super le fun parce que ça touche toute la population. Et justement, pour la soirée punk de cette année, quel genre de groupe on va avoir? On a 4 groupes. On a XX Smile, on a This Disaster, on a Arson, on a The Cat and the Lost Finger. Donc, un groupe de Québec, 2 groupes de Gatineau et un groupe de Donnacona. Donc, 4 groupes dans une soirée, ça va bouger pas mal. On vous attend là, à partir de 7h30, le spectacle commence. On ouvre les portes un peu avant. Et puis, ça va durer jusqu'à 11h le soir. Là, il annonce beau, fait qu'on en profite. Habituellement, on fait ça sur le préau, mais c'est plus difficile de sonoriser un préau. C'est en tôle, c'est plus difficile. Cette année, nouvelle formule, on fait ça sur le terrain de balle. Donc, ça va être vraiment trippant. On a un beau grand stage, une tente par-dessus. Les gens vont vraiment bien voir, puis le son risque d'être très, très bon. Et ça, c'est pour la soirée, donc, du vendredi soir. Absolument. Samedi, dans la journée, il y a, un peu comme l'année passée, la présentation de comment on travaillait le lin à l'époque. Exactement. Donc ça revient. Oui, on a toujours notre journée familiale, l'essence du Festival du lin, qui tourne autour des étapes de transformation du lin. Donc, on a planté un petit champ de lin ici, tout près de l'église. À l'époque, dans les bonnes années du Festival du lin, c'était des grands champs qui étaient plantés. Nous, on est revenus un peu plus modestes parce que planter des champs, c'est quand même de l'ouvrage. Donc, nous, on n'est pas des agriculteurs sur le comité. On ramène ça petit à petit. Ici, on a planté un beau petit champ de lin qu'on va récolter avec les jeunes de la garderie juste ici dans l'église, jeudi, demain. Et puis, donc, le lin, on va montrer toutes les étapes de transformation. Comme ça se faisait à l'époque, que les corvées populaires qui se faisaient. Donc, on l'arrache, on le laisse sécher. Après ça, on sort la fibre. On récolte les graines aussi pour l'année d'après. On sort les fibres, on le braye, on le peigne, puis on le file, puis on fait des tissus à partir de ça. Donc, c'est vraiment toutes les étapes de transformation. Puis, c'est super amusant. Les gens peuvent penser que c'est vraiment comme niché pour les amateurs de textile, de métiers d'art, mais c'est vraiment une activité qui est super le fun pour toute la famille. Avec les jeunes, là, à la garderie, on a commencé, je suis venu leur montrer, puis là, ils adorent casser la petite caboche, la petite boule qui est au bout, casser ça, voir les graines à l'intérieur, ils peuvent goûter les graines. Là, je leur montre qu'il y a la fibre à l'intérieur, on regarde les petites fleurs. C'est quelque chose qui est vraiment trippant, c'est un rapport à la nature qui est là, puis qui est très concret, puis c'est rare aussi que les gens comprennent que leur tissu, là, surtout des enfants comme ça, que leur tissu a été fabriqué. Il faut le faire. Donc, on part d'une plante, puis on montre toutes ces étapes-là. Puis, en parallèle à ça, on a aussi des artisans qui vont se joindre à nous pour montrer différents produits. Donc, on a à peu près 8 artisans textiles, mais aussi des gens qui travaillent le bois, la peinture. On a des artisans qui se joignent à nous. On a de la nourriture sur place et on a un spectacle de musique traditionnelle en après-midi. C'est Rien que sur un temps, donc un trio là, ici de Portneuf, qui est super intéressant. Violon, clavier et accordéon. Ça va bien bouger, ça aussi, ça va être pas mal le fun. Tout ça dans une ambiance festive, les artisans se costument. Pour les démonstrations aussi, on a des gens qui font les démonstrations, qui expliquent comment ça marche. Moi, je fais les visites guidées, parce que moi, je travaille ici à la caserne du Lin, donc je suis encore un peu comment tout ça se faisait. Donc, c'est moi qui prends en charge les visites guidées. Puis on a aussi du maquillage pour enfants, des jeux gonflables. Donc, le samedi, c'est vraiment l'idéal là, pour les familles, les gens qui veulent venir nous voir, là, ça va être c'est le temps. Et samedi soir, il y a encore un spectacle. Oui, samedi soir, c'est les Bobons pas chers qui commencent à être pas mal connus ici dans la région. Là. Ils ont fait des spectacles pas mal à Saint-Raymond. Ils en avaient fait aussi pour le tournoi de balle ici à Saint-Léonard il y a quelques années. Donc, ils sont bien connus. Ils font des reprises. Ils sont 6 sur scène. Ça bouge pas mal. Et puis, ils font des reprises, un peu musique chansonnier, musique québécoise, musique aussi américaine. Donc, il y en a pour tous les goûts aussi. Et puis, encore une fois, c'est sur notre scène qui est sur le terrain de balle. Et puis, tous les événements, c'est argent comptant seulement. Malheureusement, on n'a pas Internet sur notre terrain de balle. Donc, c'est argent comptant seulement. Ça simplifie les choses aussi. Et puis, on va avoir de la bière, des jus, et puis de la nourriture aussi là, pour le samedi en après-midi, puis des grignotines pour les spectacles. Mathieu, tout à l'heure, vous avez mentionné qu'il y a un comité pour justement la création de ce festival-là. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, j'ai mon comité qui est très, très précieux. Je les remercie beaucoup de nous aider. Donc, on est une équipe un peu plus petite. L'année passée, c'était le 125e, donc on y allait en grand. Cette année, on a réduit ça à un comité bien efficace, un petit noyau serré. Et puis, c'est avec ce comité-là, le comité Saint-Léonard Festif, qu'on organise le Festival du lin. Et puis, nous, on avait comme mandat, dès le début des activités du 125e, de
continuer, puis de continuer à faire des activités. Ouais. Donc là, pour l'instant, on a aussi participé à d'autres activités ici dans la ville, faire des bars, des petits restaurants, être là pour les différents événements. Et puis, on veut continuer aussi à le faire. Puis l'année prochaine, on veut encore faire le Festival du lin, puis on va être à la recherche de financement aussi, s'il y en a qui veulent embarquer. Puis, on est toujours en recrutement aussi, d'ailleurs, pour des nouveaux membres. S'il y a des gens qui veulent se joindre à nous pour ce petit comité-là, ça serait bien apprécié. Mathieu Fecteau, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est moi qui te remercie. On se dit donc en fin de semaine pour le festival. On se voit vendredi pour le spectacle punk, samedi pour les démonstrations, puis samedi soir pour le spectacle. Merci beaucoup. Merci. Et finalement, un autre festival a touché Saint-Léonard il y a maintenant 2 fins de semaine, le festival Au Pain, qui a mené à bien sa 2e édition lors de la fin de semaine des 6 et 7 septembre. Le festival Au Pain, se tenant au camp de vacances Lac-Simon, est un festival émergent visant à promouvoir le bien-être. J'ai eu la chance, lors de cette fin de semaine, de discuter avec Lydie Cornell, cofondatrice. Voici l'entrevue. Nous sommes présentement au Lac-Simon, à Saint-Léonard-de-Portneuf, pour la 2e édition du Festival Au Pain. Je suis avec l'organisatrice Lydie Cornell. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous aussi. Alors, oui, ça va bien. Le Festival Au Pain, c'est sa 2e édition. Ça consiste à quoi exactement? Puis ça s'adresse à qui? En fait, c'est un événement qui rallie plein air, bien-être et culture. Puis, ça a lieu ici même au centre de vacances Lac-Simon pour une 2e édition. C'est vraiment un espace pour se regrouper, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, créer des belles connexions avec d'autres, puis s'entourer de la beauté de ce qui nous entoure ici sur le site. Et justement, là, on voit derrière nous, la première activité a commencé. On est samedi, début de journée. Évidemment, météo, peut-être pas ce qu'on s'attendait, mais quand même, ça n'empêche pas là, de tenir le festival. Oui, absolument. Il y a toujours des activités, un plan B qui peut se produire à l'intérieur. Donc, étant donné la pluie actuellement, on a pu être à l'intérieur de la gentilhommière. Puis c'est assez froid, mais avec le premier atelier pour faire bouger les gens, on va essayer de faire monter le thermostat. Et pour la programmation, là, quel genre d'activités sont prévues? On parle de poésie, slackline, des choses que peut-être les gens ne connaissent pas à la maison. Peut-être nous en parler un peu. Oui, exactement. C'est une programmation très diversifiée. Donc, on a, oui, initiation à la slackline. On a un atelier de poésitivité. Donc, c'est de la poésie écrite. Ceux qui n'ont jamais écrit, c'est bienvenu à tous. Ensuite, il y a un spectacle de musique ce soir avec Blam en formule quatuor. Puis ça va vraiment être bien. Les gens vont pouvoir danser. Sinon, on a méditation, il y a du yoga. Puis, il y a l'atelier de mycologie aussi, donc randonnée en forêt. Puis, table d'exposition qui va avoir lieu par la suite. Pour la journée de dimanche, donc pour la mycologie. Un festival, ça ne se fait pas tout seul. Lydie, est-ce qu'il y a des partenaires qui ont chapeauté l'événement? Oui, absolument. Merci de poser la question. En fait, il y a plusieurs participants qui ont décidé, plusieurs partenaires qui embarquent dans le projet. On est soutenu par la MRC, par CJE, par la Vallée-Bras-du-Nord, par le Café Bivouac et tellement d'autres. C'est ça qui est vraiment beau aussi. C'est un événement pour faire rayonner la région de Portneuf puis les acteurs impliqués. Puis c'était vraiment un rendez-vous que les gens ont voulu embarquer parce qu'ils croyaient au projet. Lydie, pour l'entrevue, est-ce que les gens restent sur le site pendant toute la durée du festival? Y a-t-il possibilité de rester ici pour les gens qui ont décidé de venir avec vous pour la 2e édition? Oui, en fait, puis on a même fait un spécial cette édition-ci pour que les gens profitent vraiment du site. Donc, si vous étiez en hébergement pour 2 nuitées, donc pour tout le week-end, vous aviez accès gratuitement au festival. Donc, on voulait vraiment que les gens en profitent. Ceux qui sont déjà sur le site aussi là, sont bienvenus de joindre nos activités. Merci beaucoup pour l'entrevue. Merci. La formation pornevoise, les 4,30 sous sera en action pour présenter un spectacle au relais de la Pointe aux Écureuils le samedi 20 septembre entre 19h30 et 22h30. Gilles Bouffard, l'un des membres du groupe, était avec nous cette semaine pour parler du spectacle. J'ai avec moi en studio M. Gilles Bouffard qui fait partie de la formation Les 4,30 sous qui sera d'ailleurs en spectacle à Donnacona au relais de la Pointe aux Écureuils ce samedi 20 septembre. Bonjour M. Bouffard. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, très bien. M. Bouffard, j'aimerais qu'on parle un peu de vous et de votre formation, les 4,30 sous, parce que ça fait pas si longtemps que ça existe. Il y a eu un spectacle cet été du côté du Moulin Marcoux, donc de la musique francophone, les chansons québécoises et françaises. Pouvez-vous nous parler un peu de vous?
et de votre formation? Oui. Ben, le groupe, c'est depuis le mois de novembre qu'on s'est formé. On s'est rencontrés des musiciens. Certains ont joué ensemble, mais sporadiquement, une chanson ou deux. Et puis, soudain, on rencontre quelqu'un. Et puis, je réunis le groupe pour dire, est-ce que ça serait possible qu'on pourrait faire un groupe ensemble? Est-ce que la fusion serait bonne dans ça? Ouais. Alors, tout de suite, ça l'a contacté et puis tout le monde était d'accord. Ça fait qu'on a formé ce groupe-là, on a pratiqué, on essayait des choses qui nous plaisaient, surtout des chansons qui nous parlent à nous autres mêmes. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on peut les rendre émotives ou des choses comme ça. Ouais. Alors, le band, on s'est construit, puis soudain, j'ai eu l'avantage d'avoir des enfants très généreux. Ouais. Quand je passais aux côtés du Moulin Marcoux avec une de mes filles, Marie-Pierre, je disais, un jour, je vais jouer au Moulin Marcoux, c'est une belle salle. C'est vrai que c'est une belle salle, il y a un âme là, je ne sais pas trop, mais on veut jouer dans cette place-là. Alors, je dis oui, un jour, je vais jouer là. Quelques mois après, je reçois une carte qui est en programmation du Moulin Marcoux, et puis c'est justement mes enfants qui se sont réunis pour me louer la salle du Moulin Marcoux. Quel beau cadeau, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai eu. Oui. C'est pas l'histoire du prix, c'est l'idée. Mm-hmm. Alors, ça me dit, OK, mais là, il y a une date de fixée. Alors, notre band, on s'est tout transformé en fonction de ce spectacle-là. Alors, on a monté ça sérieusement. Et puis, on a donné une très belle performance. Les gens ont adoré. La salle était pleine et les gens ont adoré. Et parlez-nous justement de votre répertoire musical. Là. Je l'ai mentionné un peu en début d'entrevue. Francophone, okay. Chanson française. Parlez-nous un peu de ce qu'on va entendre ce samedi à Donnacona. Oui, à Donnacona, au relais des écureuils, de la Pointe des Écureuils. Beaucoup de Fred Pellerin. Des chansons aussi québécoises des années 70 pour jouer dans les souvenirs des gens, pour réveiller des souvenirs. C'est toutes je suis accompagné de très, très bons musiciens. Il y a Mario Anger à la basse et la contrebasse, et mandoline, et tout ce qui est d'instruments à cordes. Yves Blais et Aubert Tremblay, oui. Que vous connaissez, je crois. On connaissait bien ces JSR, oui, c'est Tremblay. Et puis, mais on a fait une belle fusion. Quand on pratique, c'est vraiment des enfants qui s'amusent à monter des pièces. Puis le résultat est surprenant, c'est quelque chose de très bon. On a aussi en anglais, on dit des background vocales, là, c'est pour améliorer les chansons, pour faire des harmonies, oui. Ça fait très, très bien, ça enrichit le spectacle. Tout le monde a aimé et ont demandé encore. Et puis, à la Sapristie, ça va se passer à la Sapristie, au relais de la Pointe des Écureuils. On attend le monde. Il reste quelques billets. Il en reste peut-être une vingtaine de billets. Et puis, mais c'est un très beau souvenir à vivre. Oui. Puis, on invite évidemment les gens à aller vous voir. La vingtaine de billets qui est encore disponible, c'est le moment là, de se les procurer parce qu'on arrive quand même rapidement, là, c'est dans 2 jours. Absolument. Puis donc, de ce que je comprends, c'est votre 2e spectacle là, que vous faites. Là. Donc, ça va vite quand même. Ça sera le 3e parce que demain, on en fait un autre à Grondines. OK. On nous a demandé pour un souper des bénévoles de faire la musique là. Et puis, étant donné qu'on avait souvent de l'aide de l'école de musique Denis Arcand. Oui. Alors, on a eu un feedback comme ça pour aller jouer justement à cette place-là. Pour les bénévoles. M. Bouffard, avant de terminer l'entrevue, j'aimerais savoir, les 4,30 sous, d'où vous est venue l'idée de ce nom-là? C'est un des musiciens qu'on avait rencontré, qui jouait de la flûte traversière, et il proposait des idées comme ça. Et puis les 4,30 sous, dans mon temps, à moi, on disait ça. Oui. Et puis c'était une histoire de monnaie française et anglaise, parce que la pièce était française et les sous étaient anglais. Alors, il y avait des échanges comme ça, mais ça a demeuré. Puis on se demande toujours, comment ça, 30 sous pour un 25 sous? De nos jours, on parle des 25 sous. Mm-hmm. Mais on appelle ça un 30 sous quand même, encore aujourd'hui. Alors, ça fait des centaines d'années que ça se prononce comme ça. On a dit, c'est nous autres, ça, c'est parfait, ça nous représente. Bien, je vous remercie d'avoir passé en studio. On rappelle, donc, samedi, au relais de la Pointe aux Écureuils, encore une vingtaine de billets disponibles.
C'est parfait. Je vous remercie. On vous invite tout le monde. Alors, c'était M. Bouffard qui était avec nous pour InfoCJSR. Merci beaucoup pour votre temps. La route des arts et saveurs se tiendra cette fin de semaine partout dans Portneuf. Profitez-en pour découvrir plusieurs arrêts agrotouristiques partout dans la région. Pour parler de cette 10e édition, je me suis rendu à la ferme du Grenier-Long de Saint-Basile, qui est un arrêt découverte cette année. Ici Danick Julien, journaliste. Nous sommes présentement à la ferme Grenier-Long de Saint-Basile. J'ai avec moi Anne-Sophie Grenier, propriétaire. Bonjour. Bonjour. Et également avec moi, Jeanne Couture, qui est avec nous pour parler de la route des arts et saveurs Portneuf, 10e édition. Bonjour Jeanne. Bonjour. Donc, la 10e édition de la route des arts, ça s'annonce comment, là? On se rappelle la date 20-21 septembre 2025. Oui, absolument. Donc, c'est une grande édition, la plus grande jusqu'à maintenant, avec 59 membres qui participent à la route arts et saveurs. Donc, ils sont dispersés un petit peu partout à travers la MRC de Portneuf. Donc, on invite vraiment les gens à choisir un trajet, à regarder sur notre site web pour déjà cibler les lieux qu'ils veulent aller visiter parce qu'on a tellement d'offres que c'est pas possible de tout faire en 2 jours. Donc, on va choisir ce qu'on aime et on a des démonstrations culinaires, on a des initiations artistiques, des dégustations, de l'autocueillette, vraiment très, très varié. Des artistes, des artisans, des producteurs, des transformateurs agroalimentaires. Donc, c'est vraiment un bel échantillon de la culture portneuvoise qu'on présente pendant la route arts et saveurs et tout est gratuit pour l'événement. Donc, ça vaut vraiment la peine de venir en famille. Et justement, nous sommes présentement sur le site de la ferme Grenier-Long. 2e participation à l'événement. L'année passée, on était un arrêt. Maintenant, on est un arrêt découverte cette année. Comment ça s'annonce là, pour vous ici? En fait, on prévoit une grosse fin de semaine. C'est ça, cette année, avec Jeanne, ça a été choisi qu'on faisait partie d'un des 4 arrêts principaux. Donc, nous, en plus d'offrir l'autocueillette de courges et citrouilles biologiques à la ferme, on reçoit 5 autres producteurs ou artisans. On va avoir une offre alimentaire et qu'on s'attend d'avoir du monde. On va être bien installé. Ça va être un bel arrêt là, sur la route. On est bien situé aussi. Là. Il y a beaucoup d'autres entreprises à Saint-Raymond, Saint-Basile, Neuville, proches. Donc, ça va être rassembleur là, pour toute la petite famille. Absolument. Puis les arrêts découvertes, comme disait Anne-Sophie, on en a 4 dans notre programmation. Puis c'est des lieux, en fait, où les membres ne pouvaient pas recevoir à la maison. Donc l'objectif d'Arts et saveurs, c'est de découvrir les artistes dans leur environnement de travail, mais des fois, c'est pas possible parce qu'ils vont travailler dans leur cuisine, dans leur salon, tout ça. Donc les arrêts découvertes, c'est des espèces de mini-marchés. On a des activités artistiques qui sont proposées en plus et il y a la bouffe, comme disait Anne-Sophie, on a une offre alimentaire partout. Alors, ça vaut la peine de se dire, on arrive avant le dîner ou pour le lunch, là, parce qu'on peut manger sur place. Ici, il va y avoir le Vieux Moulin, de la poutine qui va être offert. Mais il y a des tacos chez Alixir. On va avoir aussi l'arrêt découverte de la ferme Toudou. On a des bols de charcuterie, de fromage. Et le dernier arrêt, chez Miel Éco, avec, en offre alimentaire, leur tout nouveau Alvéole Bistrot Champêtre, donc de la bouffe végétarienne là-bas. Fait que ça aussi, quand on va penser à notre trajet, je vous invite à vous arrêter dans au moins un arrêt découverte pour vivre l'expérience un peu plus festive, je vous dirais, qui a lieu dans ces espaces-là. Ça permet de prolonger aussi un petit peu la journée, puis de couper des fois, comme tu disais, la route, là, justement. Faire débarquer les enfants, profiter un petit peu plus longtemps. Il y avait les activités culturelles aussi, tu le nommais dans chacun des 4 arrêts découvertes, que ça soit ici le cirque. Ailleurs, il y avait une activité multimédia, artistique. Ça permet de prolonger justement puis de bien profiter des arrêts. J'aimerais maintenant qu'on parle de la 10e édition. Ça fait 10 ans. Dans les 10 dernières éditions, est-ce qu'on a vu justement que l'engouement a grandi d'année en année là, au niveau de la route des arts et saveurs de Portneuf? Oui, c'est certain que cet événement-là a été parti il y a 10 ans par la MRC de Portneuf au départ dans l'objectif de faire découvrir les producteurs et les artisans et les artistes à la fois. Et après 2 ans d'édition avec la MRC, ça a été repris par un organisme sans but lucratif. Donc vraiment, la route arts et saveurs est autonome maintenant. Et depuis ce temps-là, ça l'augmente tant au niveau du public qu'au niveau des participants, en fait, à la route. L'année dernière, on a eu 6500 personnes qui ont participé à la route arts et saveurs. On s'attend au-dessus de 7000 cette année. Si on a de la belle température, encore plus probablement. Donc oui, c'est clair. On accueille beaucoup de gens de Portneuf. À peu près 70% de notre public, c'est des gens de Portneuf qui découvrent leur propre région.
C'est sûr que les gens de Québec aussi, c'est tout près, ils débarquent dans Port-Neuf, mais c'est vraiment intéressant parce qu'on découvre notre propre région grâce à Ores et Saveurs. Puis il y a beaucoup de lieux qui ne sont pas ouverts au public à l'année, qui sont vraiment juste ouverts pendant la route Ores et Saveurs. Donc ça vaut la peine. Puis même ceux qui sont ouverts à l'année, il y a des activités spéciales, comme tu dis, l'autocueillette chez toi, c'est pas possible tout le temps. Donc c'est une vraie période, c'est maintenant. Exactement. Donc c'est ça qui est super intéressant avec la route. On peut... notre notoriété a vraiment grandi. On se fait même contacter par d'autres routes à travers le Québec qui sont plus jeunes que la nôtre. Donc 10 ans, c'est quand même pas rien en termes de longévité. Et on devient une espèce de modèle pour plusieurs routes, que ce soit en Mauricie, dans la couronne de Montréal, dans la Naudière. On a fait plusieurs rencontres de mentorat récemment pour ces routes-là. Donc ça nous donne aussi confiance qu'on fait un bon travail, finalement. Et pour les gens qui veulent donc venir voir les arrêts, comment on fait pour connaître la programmation, peut-être se procurer un pamphlet comme j'ai dans la main, comment on fait pour s'informer de la route qui, je le rappelle, se déroule les 20-21 septembre? Oui, donc plusieurs façons de s'informer. Le dépliant est disponible dans les commerces de Port-Neuf. Donc, si vous êtes dans la région, allez dans un des commerces pas trop loin de chez vous. Normalement, il y en a. Grenier-Long, évidemment, il y en a beaucoup. Mais on en a dans la majorité des commerces. Et si vous faites partie de la route puis vous n'avez pas votre dépliant, ramassez-le chez un de nos membres au début de la route. C'est très utile parce que d'avoir des fois un papier, c'est plus facile que sur le web. Mais on a un site web qui est super bien fait, routeoresaveurs.com. Vous pouvez faire votre propre route. On a une carte interactive où on peut choisir les arrêts qu'on fait et ça nous amène sur Google Maps là, à chacun des lieux. On a aussi nos médias sociaux, donc Facebook, Instagram, où toute la programmation se trouve. Alors, je vous invite à aller faire un tour, peut-être sur le web en premier, puis ramasser un dépliant dans le courant sur la route Ores et Saveurs. En terminant, j'aimerais peut-être redonner la parole à Anne-Sophie. En tant que participante l'année passée et arrêt découverte cette année, qu'est-ce qui vous intéresse à participer à la route des Ores et Saveurs? Bien, en fait, c'est tout le volet communauté qui se crée aussi là, avec la route, là, que ça soit pour nous-mêmes de rencontrer des nouveaux producteurs agricoles, des nouveaux artisans qu'on connaît peut-être pas. T'sais. On avait une rencontre justement cette semaine, puis c'était nommé de dire bien, on est tous un peu chacun chez nous, mais c'est une belle occasion pour nous aussi de découvrir des gens. C'est une belle visibilité, il y a énormément de promotions. T'sais, nous autres, l'année passée, lors de la route, j'ai des gens de belles chasses qui étaient ici, de la côte de Beaupré, de la Mauricie. C'est pas des clients qu'on aurait attirés habituellement à venir jusqu'ici dans Port-Neuf, mais là, de voir tous ces gens-là se déplacer, bien, nous autres, ça nous mobilise. Cette année, comme arrêt découverte, bien, encore plus de pouvoir recevoir des entreprises qui n'avaient pas la possibilité nécessairement de recevoir chez elles. C'est une belle communauté qui se tisse, c'est une belle visibilité, puis on se souhaite une belle fin de semaine. Et merci à vous deux. On peut peut-être rappeler l'adresse de la ferme Grenier-Long là, pour ceux qui nous entendent et qui ont envie de venir vous voir 20-21 septembre 2025. On est au 192 Grand Rang à Saint-Basile, en fait, là, directement sur la 365 entre Pont-Rouge et Saint-Raymond. Difficile à manquer. Je vous remercie tous les deux d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup, Dani. Merci. Histoire de rang, c'est une série télévisée qui parle des fermes que l'on retrouve dans le 2e rang à Deschambault-Grondines. La série qui sera diffusée sur le réseau TELUS a été présentée par Odile Pelletier, bien connue dans la région et ancienne professeure à l'école secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond, et en collaboration avec son mari, Denis Baribeau. Arthur Bordelot était sur place à la Fromagerie des Grondines lundi 15 septembre lors du lancement. Voici l'entrevue qu'il a réalisée. C'est à la Fromagerie des Grondines qu'a eu lieu le lancement d'une nouvelle émission télé, Histoire de rang. Plusieurs participants à cette série étaient présents pour visionner les 5 premiers épisodes. L'émission permettra aux téléspectateurs de mieux connaître les fermes locales situées dans le 2e rang de Deschambault-Grondines. Je pense qu'on ne pense pas assez souvent à ceux qui nous nourrissent. On pense pas assez souvent, on parle beaucoup de ce temps-ci que c'est super important de manger local, de faire des affaires comme ça, mais tu sais, ces gens-là sont là depuis longtemps, puis ça ferait longtemps qu'on devrait connaître puis qu'on devrait s'intéresser à ça. C'est du monde qui ont le cœur grand, avec tout le travail qu'ils font, tout ça, ils trouvent le tour en plus d'être hyper généreux entre eux, de faire beaucoup de choses pour leur communauté. Fait que c'est du monde vraiment merveilleux que je voulais présenter aux gens. C'est un projet qui a duré pendant 1 an, c'est-à-dire qu'on a commencé en octobre l'année passée, presque 1 an, parce qu'on voulait vraiment faire le tour du calendrier pour voir
qu'est-ce que ça fait en hiver, un cultivateur. Puis il y avait des temps forts selon les fermes. Exemple, en janvier-février, bien, les petites brebis, les petites chèvres naissent à la ferme Mafix. Fait que c'était le fun parce qu'on avait... Puis on voulait pas trop déranger. On sait que les cultivateurs travaillent énormément. Fait qu'on leur disait, quand il y a des moments importants dans votre ferme, dites-nous-le, puis on va voir, puis on vous pose des petites questions en même temps. Fait que c'est vraiment de présenter c'est quoi, au-delà de ce qu'on a comme image, des produits qu'on prend et tout ça, c'est quoi qui se passe sur une année dans une ferme, à peu près. En fait, on est resté vraiment sur le deuxième rang, ici. Dans la section Grondines, il y a 3 fermes. Ici, la fromagerie des Grondines avec la ferme derrière qui est la ferme AACAT, donc qui est la production du lait. On est allé aussi à la ferme Mafix. Je monte vers où parce que c'est situé vraiment pas très loin d'ici. Lui, il y a des chèvres, des brebis qui servent d'ailleurs dans les fromages qui sont produits ici. Donc, le lait de chèvre et brebis est fait là-bas. Et il fait aussi des petits fruits et des produits comme de la crème glacée de brebis. C'est vraiment délicieux. Un peu plus loin, il y a les Jardins de la Chevrotière. Les Jardins de la Chevrotière, c'est devenu une ferme éducative et solidaire. Donc, ils font des légumes d'hiver pour pouvoir donner des collations dans les écoles. C'est vraiment pour aider à la solidarité alimentaire. Et aussi éducative. Donc, il y a des groupes scolaires, des immigrants, des personnes âgées, toutes sortes de groupes qui viennent dans la serre durant la saison hivernale pour avoir des notions soit de jardinage, de semences, de connaître les légumes, etc. Là, ça dépend c'est qui la clientèle, mais c'est à peu près ça. Et les derniers sont dans la section des Chambeaux. Et eux, c'est les seuls qui ne vivent pas là. Ils louent une terre, en fait, pour faire ça. C'est la ferme La Baigneuse, qui est un des fournisseurs importants des restaurants de Québec, dont beaucoup d'étoiles Michelin et de restaurants nommés Michelin. Là, donc, ils fournissent les légumes pour ces restos-là. Et c'est ça. C'est nos 4 fermes qu'on a décidé de choisir finalement. Histoire de rang, c'est 10 épisodes de 15 minutes chaque, diffusés à 19h10 sur la chaîne de TELUS Ma Communauté. L'émission sera aussi disponible sur la chaîne YouTube de TELUS Ma Communauté. En fait, ça a débuté ici. Un jour, quand on est venu ici, il y avait une des petites filles des Jardins de la Chevrotière qui était là. Sa mère jasait avec la mère de la fromagerie ici. Puis la petite fille était sur la pierre dehors avec sa petite cape. Elle avait l'air d'un petit super-héros. C'était trop cute. Puis là, dans ma tête, j'ai eu comme cette idée-là que les cultivateurs, les gens qui nous font manger, puis tout ça, bien, c'est comme un peu des héros pour moi parce que je trouve ça super important. Puis je trouvais cette image-là tellement belle que je me suis dit, un jour, il faut que je fasse quelque chose sur ces gens-là. Puis là, ce jour-là est arrivé parce que là, on a décidé cette année, l'année passée, on a présenté notre projet, puis il a été accepté début octobre. Donc, on a commencé à tourner en octobre pour que ça sorte cet automne. Toujours en lien avec la fromagerie des Grondines, lors de l'été 2025, la fromagerie a organisé la tournée Fromagerie en escapade en collaboration avec plusieurs entreprises et organismes du milieu. Voici le reportage que j'ai réalisé durant l'été. Durant l'été 2025, la Fromagerie des Grondines a organisé une série d'activités de découverte agrotouristiques de la région de Portneuf. En effet, la Fromagerie en escapade était une activité disponible du 3 juillet au 23 août. Le but, proposer 3 circuits à bord d'un autobus réservé qui montrent chacun des attraits touristiques distincts. Les 3 parcours ont été répartis selon les jours de la semaine. De cette façon, les mercredis, jeudis et samedis ont été agrémentés par divers trajets. CJSR, pour son reportage, a pu participer au trajet du mercredi nommé Saveurs, détente et art. Le premier arrêt, la Fromagerie des Grondines. Ensuite, les participants ont embarqué dans l'autobus et se sont dirigés vers l'entreprise Alexir, sous la supervision de la chargée de projet, Nadine Cochon. On arrête le 23 août parce que l'école a commencé. En même temps. Il faut commencer par quelque part, tu sais. Oui, c'est ça. Acheter un autobus. Peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour, on aura un beau camion avec nos couleurs dessus. Finalement, on a besoin de beaucoup d'eau pour distiller. Fait qu'on chauffe ça, on distille, et puis ensuite, ça redevient liquide dans le serpentin parce que le condensateur, il est froid. Fait que toutes les molécules, c'est volatile, c'est de la vapeur, ça redevient liquide dans le serpentin. Et là, je veux attirer votre attention sur le 6 et le 5 parce que c'est là qu'on récolte l'huile essentielle. Le 3e arrêt de ce circuit se faisait au restaurant Basilico de Cap-Santé et ensuite
En partenariat avec la Biennale internationale du lin, les participants se sont rendus au vieux presbytère de Deschambault et au moulin de la Chevrotière. La Biennale, en fait, c'est une exposition en art actuel qui a lieu tous les 2 ans, ici dans les lieux patrimoniaux de Deschambault-Grondines. Donc, on présente au vieux presbytère de Deschambault, au moulin de la Chevrotière et aussi au presbytère de Grondines. Le presbytère de Grondines accueille, en fait, notre exposition d'artistes émergents, là, qui est un nouveau volet qu'on a depuis 2019. Puis les expositions, bien, ça s'adresse à tous ceux qui sont adeptes de l'art visuel, mais aussi des métiers d'art contemporain. Pour le parcours du jeudi, nommé Saveurs, animaux et plein air, l'escapade comptait sur l'aide de Miel Éco, la ferme Toudou, la ferme Almana et le parc naturel régional de Portneuf. Et finalement, pour le circuit festif Saveurs et boissons du samedi, les visites se sont passées du côté du Domaine Hébert, Casse-Croûte du Roi, Microbrasserie Les Grands Bois et Ubald Distillerie. Au total, 133 personnes ont participé aux escapades et ont fait 15 sorties, 5 dans chacun des circuits. Parmi les 133 personnes, 32 ont opté pour le circuit du mercredi, 47 le jeudi et 54 pour le circuit du samedi. C'était Danick Julien pour CJSR. La MRC de Portneuf a dressé un bilan estival des plus positifs, marqué par une visibilité accrue lors des 4 grands rendez-vous qui ont animé la région cet été. Grâce à un kiosque bien visible, à la présence d'employés dynamiques et parfois d'élus des 18 villes et municipalités de la région, la MRC a pu faire connaître la vitalité touristique culturelle à plus de 2000 citoyens qui étaient de passage dans Portneuf cet été. La MRC a assuré une présence dans 4 événements, la Biennale internationale de Portneuf, le championnat national de motocross de Deschambault, les fêtes gourmandes de Neuville et le raid Bras du Nord. À chaque occasion, le kiosque de la MRC a servi d'un véritable point de rencontre. Bon, évidemment, pour soutenir la croissance de ces événements, la MRC a également modifié son financement par l'entremise de son fonds de soutien aux projets structurants. Donc, la Biennale du lin de Portneuf a passé d'une subvention de 8 000 à 17 000 $ en 2025, lors de la dernière édition qui était 2023. Le championnat national de motocross, lui, est passé de 11 000 à 19 500. Et les fêtes de gourmande de Neuville, eux, ont reçu une subvention un peu plus grande également de 20 800 $, tandis qu'en 2024, c'était 11 200 $. Dans le cadre des Journées de la culture qui se déroulent les 27 et 28 septembre prochains, la MRC de Portneuf invite la population au manoir Allsop de Cap-Santé et au site du fort Jacques-Cartier. Ce n'est pas la première année que l'événement est tenu. On parle évidemment de l'événement de la découverte du site, qui est d'ailleurs, on le rappelle, chargé d'histoire. Il sera ouvert exceptionnellement pour faire découvrir au public son impact lors de la guerre de la conquête, juste après la bataille des plaines d'Abraham. L'événement aura lieu uniquement lors de la journée du 27 septembre. Il faut rappeler que dans la dernière année, la MRC de Portneuf a mis beaucoup d'efforts pour transformer le site du manoir Allsop et fort Jacques-Cartier en véritable institution muséale. Selon Bernard Gaudreau, dans le communiqué de presse qui a été transmis aux médias, préfet de la MRC, le site, dans le cadre du projet, viendra accueillir un centre de recherche, de conservation et d'interprétation dédié à l'archéologie et à l'histoire régionale, en plus d'être ouvert au grand public. Si on revient à la journée des Journées de la culture, tout au long de la journée, le public pourra profiter librement d'une animation historique immersive en continu qui comprend donc un campement militaire et des démonstrations des arts et métiers de l'époque au fort Jacques-Cartier. De plus, des visites guidées d'une durée d'1 heure et 15 minutes avec des départs aux demi-heures. Il y aura aussi d'autres animations. Les citoyens et touristes intéressés par ces visites guidées doivent obligatoirement réserver leur plage horaire sur le site portneufculturel.com. L'accès au site du fort Jacques-Cartier et du manoir Allsop est situé donc au 15 rue Notre-Dame. Et pour se rendre sur le site, la MRC organise également un service de navette gratuit. Les automobilistes sont donc invités à se stationner à l'arrière de la MRC de Portneuf à Cap-Santé, au 185 route 138. L'événement est organisé par la MRC de Portneuf en partenariat avec la ville de Cap-Santé, la Société d'histoire du Cap-Santé et la Société d'histoire In Memoriam, en plus des invités.
On parle maintenant élections municipales, alors que les intéressés à des postes au sein des divers conseils municipaux de la région ont jusqu'au 3 octobre pour soumettre leur candidature. À partir du 3 octobre, CJSR va débuter les entrevues avec les candidats aux mairies. Il y a également la possibilité d'organiser des débats avec les divers candidats pour les postes de maire et mairesse selon la plage horaire info CJSR. Donc, vous allez avoir des nouvelles dans les prochaines semaines pour savoir quels débats seront tenus sur nos ondes. Bon, voici maintenant la présentation, selon ce qu'on sait, des personnes qui ont commencé justement à signaler leur intérêt. Donc, pour la liste, donnez-moi un petit instant. Il va y avoir, évidemment, du côté de Neuville, il y a déjà 2 personnes qui ont manifesté leur intérêt pour la mairie. Donc, il y a Simon Chihi qui a annoncé sa candidature comme maire officiellement. Ce dernier a occupé le poste de conseiller municipal dans la municipalité pendant 2 mandats, c'est-à-dire 8 ans. Selon ce qu'il a mentionné dans le courrier de Portneuf, il désire prioriser le travail d'équipe, également le dialogue avec les citoyens et la gestion responsable des finances. Toujours à Neuville, donc, Marie-Michelle Pagé a elle aussi annoncé son intérêt de briguer la mairie lundi le 15 septembre. Elle se présente comme candidate. Elle a également été conseillère municipale pendant 2 mandats, par contre sur la période de 2013 à 2021. Dans ses objectifs pour Neuville, on retrouve la gestion des finances, l'élaboration d'un plan de mobilité et la préservation des richesses naturelles pour nommer que ceux-là. À Pont-Rouge, l'entrepreneur Danny Bisson, qui a été connu quand même dans les dernières années comme président de l'Association des gens d'affaires de Pont-Rouge, a annoncé lui aussi sa candidature. Selon ses réseaux sociaux, Pont-Rouge a besoin d'un leadership qui se mouille. Il prend donc l'image d'un draveur qui doit avancer dans le courant. À Deschambault-Grondines, Sylvain Ouimet, qui était conseiller municipal au siège numéro 5 lors du dernier mandat, a annoncé qu'il se lançait lui aussi dans une course à la mairie. Le conseiller municipal a été très impliqué dans le dossier à Deschambault-Grondines de la coop des Marais récemment et aussi, pendant 14 ans, il a été le président du comité des loisirs de Grondines. Dans les maires qui désirent se représenter pour de nouveaux mandats, pour l'instant, il y a quand même plusieurs maires qui ont manifesté leur intérêt. Raymond Francoeur de Sainte-Christine d'Auvergne, Claude Duplain de Saint-Raymond, Mario Dupont de Pont-Rouge, Denis Lépine Saint-Alban, Jean-Claude Léveillé de Donnacona et Cédric Champagne Saint-Léonard, qui donc se représentent tous au poste de mairie de leurs villes et municipalités respectives. On arrive donc à la fin du bulletin d'information. En terminant, on rappelle que le 22 septembre, plusieurs événements. D'ailleurs, à Saint-Léonard, pour les Saint-Léonardois, il va y avoir, comme on a parlé en début de bulletin, la consultation publique pour l'avenir de l'Église. Toujours le 22 septembre, la Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette reprend service à 19h du côté du cinéma Alouette de Saint-Raymond. Le bingo poursuit donc ses activités également. C'est donc ce qui complète le bulletin d'information. Mais avant toute chose, voici le bulletin météo. Et voilà, c'était Danick Julien pour CJSR. Merci à Arthur Bordelot pour son aide dans le montage et les reportages. On se laisse et on se redit à la semaine prochaine.